Bonjour et bienvenue Bonjour. sur ce 17e live de Confine Science. Voilà, moi peut-être avant de dire quoi que ce soit, pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Paul. Et moi, je m'appelle Pania. On est tous les deux des médiatrices scientifiques à l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes, l'ESPGG, un centre de sciences à Paris, à l'entrée d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESPCI. Et on est aussi tous les deux, on fait partie d'une association qui fait de la médiation scientifique et qui s'appelle l'association Trace. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà là, bienvenue dans le futur à ceux qui vont nous rejoindre en retard. Prenez le temps de vous installer. Aujourd'hui, on vous a concocté une animation sur le thème du sable et des milieux granulaires et on va en parler très vite. Vous aurez plus de détails sur ce que c'est que ce mystérieux truc. Je, Peut-être, je vais vas-y. juste rajouter que aujourd'hui, il y a Arnaud qui est au technique avec nous et Clémentine dans le chat. Et à la Voilà. fin de l'animation, on va accueillir un chercheur de l'Institut Langevin, M. Xiaoping Jia. Voilà, donc restez jusqu'au bout si vous voulez voir Xiaoping. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour ceux qui connaissent déjà, ils connaissent le fonctionnement. Celles et ceux qui viennent pour la première fois, bah, super, bienvenue. Et un petit rappel de comment les choses fonctionnent. On va être ensemble pendant 1 heure jusqu'à 16h30. Non, il est 16h30, jusqu'à 17h30 environ. On va faire ensemble plein de choses. Si jamais vous avez des problèmes de connexion, si vous avez des questions sur ce qu'on est en train de faire, si vous voulez nous demander quelque chose, n'hésitez pas à interagir dans le chat qui est là sur cette plateforme. Pour interagir dans le chat, il faut avoir un compte Twitch. Si vous n'avez pas de compte Twitch, vous ne pourrez pas interagir. Mais si vous voulez quand même interagir sans avoir de compte Twitch, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos problèmes par mail. Et Clémentine, qui est dans le chat, va aussi lire tous les mails et nous enverra vos questions si jamais il y en a. Et elle va mettre dans le chat, là tout de suite maintenant, devrait s'afficher l'adresse mail de Confine ta Science, où vous pouvez nous envoyer des questions si jamais vous n'arrivez pas à les mettre dans le chat. Sinon, je peux l'écrire. Ah, c'est bon, c'est bon. Clémentine a été plus rapide que moi. Quoi d'autre? Justement, si on veut pouvoir utiliser le chat pour lire vos questions et pour vous répondre, on a besoin que ce chat, ça soit un endroit qui est un peu respecté, où il n'y a pas d'insultes déjà, parce que sinon, c'est pas très sympa, qu'il n'y a pas de messages de flooding, c'est-à-dire des messages qui n'ont rien à voir avec l'animation et qui remplissent tout l'espace. Donc, si jamais il y en a qui prennent trop de place dans le chat en envoyant plein de messages qui ont aucun rapport avec la choucroute ou qui commencent à mettre des messages déplacés, Clémentine vous demandera d'arrêter. Si vous n'arrêtez pas, on a le pouvoir de vous empêcher de continuer à écrire dans le chat, donc c'est un peu dommage. Voilà. En tout cas, merci d'être avec nous. Et on va commencer tout de suite. Le thème du jour, c'est on va parler du sable. Et des milieux granulaires de façon générale. Alors, peut-être on va commencer, à moins que tu veuilles dire quelque chose, Pania, mais sinon je vais commencer avec une petite expérience qu'on va faire ensemble. Alors, on va commencer avec une petite expérience qu'on Euh, va faire ensemble. Vas-y. non, c'est très bien. Parfait. Alors, en fait, j'ai vu là en arrivant sur le live qu'il y avait déjà une question de J'aime les sciences qui disait qu'il y a une prof de physique qui a demandé si la farine c'était liquide ou solide. Et du coup, je vais vous poser aussi cette question à vous dans le chat ou à vous qui nous suivez. Qu'est-ce que vous pensez, le sable, c'est solide ou liquide? D'ailleurs, du sable, j'en ai là. Voilà. Top, j'ai mis du sable dans un pot. Ce truc-là, c'est du sable. C'est du sable qui vient de Fontainebleau. Solide ou liquide? Vous en pensez quoi? Alors, je vois dans le chat qu'on a déjà des réponses. Solide, solide, solide. Donc, on a 3 personnes qui pensent que c'est un solide. Ce serait bien, Paul, qu'on définisse déjà qu'est-ce que c'est un solide et qu'est-ce que c'est un liquide aussi. Du coup, n'hésitez pas de nous définir c'est quoi la différence entre C'est solide et vrai, ça. liquide et comment vous définissez un solide et comment vous définissez un liquide. Dans ce cas-là, peut-être on peut discuter, peut-être qu'on peut mieux savoir le sable, c'est un liquide ou un solide.
En tout cas, pendant ce temps-là, on a reçu des réponses moins claires ou moins sûres. Il y en a qui disent c'est un solide. Alors, il y a J'aime les sciences qui dit c'est un solide puisqu'on peut faire des châteaux de sable. Très bien. Il y a Diamant Panda qui nous dit c'est un solide se comportant comme un liquide. Bon, du coup, c'est un solide, mais quand même, ça se comporte comme un liquide. Donc, il y a quelque chose un peu bizarre. En partie. Donc, en partie se comportant comme un liquide. Oui, voilà, si vous avez, alors c'est Zildoudou qui dit si vous avez plein de choses à dire sur le chat à quelqu'un, n'hésitez pas aussi à lui écrire en privé, comme ça n'embête pas tout le monde. Un solide Il y a granulaire. Quentin qui nous dit. Vas-y. Oui, je voulais te lire tes commentaires, mais voilà, c'est plus rapide que moi. Donc, Quentin nous dit c'est un solide granulaire ou un truc du genre, un truc. OK. Donc, en tout cas, c'est une question qu'on entend souvent. C'est une question que j'entends régulièrement dès qu'on parle de sable. On nous demande est-ce que c'est solide ou liquide? Alors, vous avez raison. Vous nous dites, bah, il y en a plein qui nous disent bah, c'est un solide, c'est fait de grains. Et c'est un solide granulaire, c'est fait de petits grains qui sont solides. D'accord, c'est vrai. Alors, si on avait un microscope, malheureusement, je n'ai pas de microscope avec moi aujourd'hui, mais si on avait un microscope, on pourrait effectivement regarder ce sable au microscope et on verrait que c'est fait de plein de petits grains. Alors, le sable, c'est fait de grains de quoi? C'est quoi? C'est des grains de quoi? Enfin, voilà, ils viennent d'où ces grains? Est-ce que vous pourriez nous dire dans le chat si vous avez une idée? Des grains de pierre, ouais. De pierre, de particules. Alors, ce qui est bien avec le mot particules, c'est que comme ça veut un peu tout, ça peut être n'importe quoi. Des particules, je ne sais pas de quoi tu veux parler exactement. Des grains de cailloux qui viennent des montagnes, des roches abîmées par la mer, des coquillages. Vous avez raison, le sable. Vas-y, Pania. Ah non, mais je voulais juste lire des commentaires des roches qui sont abîmées par la mer. J'aime les sciences qui nous disent ça. Voilà. Ok, donc oui, vous avez raison. Le sable, c'est fait de petits grains et c'est des petits grains en général, le sable, on en trouve au bord de la mer, au fond des rivières. Des petits grains de ce que la mer ou les rivières ont amené là. Donc ça peut être des rochers qui ont été abîmés ou qui ont été frottés par l'eau et donc il reste que des petits morceaux. Ça peut être des coquillages, c'est des bouts de coquillages. Ça peut être des bouts de n'importe quoi du moment que c'est dedans, des petits grains de quelque chose. C'est des tout petits grains. Ok. Peut-être on peut se poser une petite question un peu bête. Hop là. Le sable, est-ce que ça coule? Donc, vous m'avez répondu, c'est un solide, c'est fait de petits grains, c'est un solide, mais il peut se comporter comme un liquide. Pourquoi? Parce que j'ai vu écrit dans le chat, parce qu'il peut couler. Donc, le sable, ça peut couler. C'est vrai. J'ai une question très bête à vous poser. Le sable, ça coule mieux ou moins bien que l'eau, par exemple? Alors, je vais attendre de voir ce que vous en pensez dans le chat. Le sable, ça coule moins bien. Oui, ça coule moins bien. OK. Moins bien que de l'eau. OK, donc ça peut couler, Ça peut mais couler. moins bien. Donc, tout le monde a l'air un peu d'accord pour dire que le sable, ça coule moins bien que l'eau. On va commencer en faisant une petite Pourquoi ça expérience. coule moins bien? Parce que c'est un peu moins liquide que l'eau. Voilà, exactement. On va juste faire une petite expérience pour le voir à quel point ça coule moins bien. C'est une expérience que je vais faire moi tout seul pour l'instant, mais elle est très, très, très facile à refaire à la maison. Donc, n'hésitez pas à ensuite refaire ce que je vais faire là. Et Alors, aussi pour répondre à Quentin qui dit que ça prend la forme d'une pyramide, c'est vrai que quand on fait un tas de sable, ça fait une forme de pyramide, tout à fait. j'ai récupéré, pour faire une petite expérience, j'ai récupéré ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un pot avec des petits trous au-dessus. Ça porte un nom, ce genre de truc. Non. Donc, moi, Adobe, c'est pas trop comment on appelle. C'est un pot avec des petits trous. Tu vas voir, quand tu vas entendre, tu vas te dire ah, mais oui, évidemment, je le savais. C'est une salière, exactement. Alors, on me demande dans le chat s'il faut avoir du sable chez vous pour faire l'expérience. On en parlera après. Justement, comme cette expérience, je vais la faire tout seul pour pas qu'elle rate, parce qu'il y a des moyens qui peuvent faire qu'elle rate. Donc, on a réfléchi avec Pania et on s'est dit, celle-là, on va la faire que nous. Après, on vous expliquera comment elle pourrait rater et puis vous pourrez la refaire chez vous autant que vous voulez après le live. Pourtant, ça fait quand même partie de la démarche scientifique quand on rate quelque chose. Oui, mais des fois, on n'a pas le temps de réfléchir à pourquoi ça a raté chez tout le monde en ce moment. Par contre, on aura le temps d'y réfléchir éventuellement si ça rate après l'animation et que vous nous envoyez un message. En tout cas, donc j'ai deux salières. Voilà, tac. Donc une salière, une deuxième salière.
Et je vais les remplir toutes les deux. Il y a une salière que je vais remplir d'eau et une salière que je vais remplir, là j'ai du sable, de sable. L'expérience qu'on va faire, elle peut très bien marcher avec n'importe quoi du moment que c'est pas forcément, enfin, du moment que c'est fait de petits grains. Ça peut être de la farine, ça peut être du sucre en poudre, ça peut être n'importe quoi. On en reparlera après. Je vais remplir cette salière de sable. Ouh là là, j'en mets partout. Si vous jamais vous refaites cette expérience chez vous, prenez un entonnoir aussi. Ne faites pas comme moi. Hop là. Et du coup, tu la remplis bien, Paul? Ouais, je la remplis du mieux que je peux. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai rempli une salière d'eau et une salière de sable. Je vais les refermer, toutes les deux. Et on va observer à quel point le sable, comme vous me l'avez dit, ça coule moins bien que l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe si je renverse les salières? Donc, les salières, elles ont des petits trous dans le convertible. Si je les renverse, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'attends voir ce que vous nous proposez dans le chat. Et on a un petit délai. Alors oui, on a un délai d'une quinzaine de secondes entre quand vous postez quelque chose et que nous, on le reçoit. Donc forcément, il y a des petits temps morts. Le sable et l'eau vont couler, oui. Et ça va couler. Alors je suppose que Enfanta a essayé de dire ça va couler moins vite. L'eau va sortir, le sable pas trop. Donc ça va mieux couler l'eau, puisque ça coule mieux, que le sable. On essaye pour voir. Donc je renverse les deux en même temps. Alors ce que vous ne voyez pas, hein, c'est que je ne les renverse pas directement sur ma de sable. Hein. Je les renverse dans ce plat. Hop, d'ailleurs, je vais faire comme ça. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Je les renverse. Attention, 3, 2, 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, le sable, il coule hein, petit à petit, il n'y a pas de souci. L'eau, elle fait quoi? Ah oui, ça coule pas. Et vous pourrez réessayer cette expérience chez vous. Vous verrez, ça marche très, très bien. Si vous mettez de l'eau dans une salière, ça ne coule pas du tout. C'est très difficile de la faire sortir. Alors que du sable, du sel, il n'y a pas de souci. Donc déjà, première C'est chose, trop cool. c'est pas vrai que l'eau, ça coule toujours mieux que le sable. Il y a des conditions, des circonstances dans lesquelles l'eau, ça coule beaucoup moins bien que le sable. Alors du coup, il va falloir qu'on essaie de comprendre comment ça se fait que l'eau n'arrive pas à s'échapper. Même 126, il nous dit que l'eau ne peut pas s'échapper parce que l'air ne peut pas en rentrer. Exactement. À la place de l'eau. L'eau, si elle s'échappe de la salière, il y a besoin que quelque chose prenne sa place. Donc, si l'eau part de la salière, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui rentre à la place dans la salière. Et ce quelque chose, bah, là, par exemple, cette salière, maintenant qu'il n'y a plus de sable, elle est pleine de quoi? Elle est pleine d'air. Cette salière, pour qu'elle se vide d'eau, il faut que de l'air puisse rentrer. Or, l'air, il peut rentrer par où? Par les trous. L'eau, elle sort par où? Par les trous. Il ne peut pas y avoir en même temps de l'eau qui sort par les trous et de l'air qui rentre par les trous. Donc, ça se bloque. Pourtant, ça marche avec le sable. Pourquoi? Pourquoi le sable, lui, il a réussi à sortir? Exactement. Il y a quelque chose de très important à avoir en tête. Ça a l'air très bête, mais c'est très, très important d'avoir ça en tête dès qu'on commence à parler de milieu granulaire ou de sable. C'est que si on veut étudier du sable, si on veut comprendre ce que c'est, il faut d'abord se rappeler que le sable, ce n'est pas juste des grains. C'est des grains et ce qu'il y a autour. Donc, quand je vous ai posé une question ou quand on vous demande si le sable, c'est liquide ou solide, c'est une fausse question. Parce que le sable, ce n'est pas fait que d'une seule matière. C'est fait de grains. Et puis, si c'est du sable qui est dans l'air, c'est fait de l'air aussi qui est autour des grains. Donc, c'est important de bien se rappeler que le sable et les milieux granulaires, c'est fait de plusieurs matières. C'est pas ce qu'on dit en science, c'est pas homogène. Les sables, c'est des grains, et là, ce sable-là était sec, donc c'est des grains et de l'air en même temps. L'eau, c'est une seule matière, ça n'a rien à voir avec le sable. C'est que du liquide. Et éventuellement, si je veux que l'eau coule, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux pencher la salière comme ça. L'air, il rentre au-dessus, l'eau, elle coule en bas. Donc là, c'est bon, ça marche. L'air arrive à rentrer, l'eau arrive à sortir, tout va bien. Mais donc, première chose très importante, déjà, cette expérience, si vous voulez la refaire, vous avez vu, j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui ont été impressionnés de voir que ça ne coulait pas alors qu'on aurait pensé que si. Donc, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Le bilan de cette expérience, c'est que c'est très important de toujours se rappeler que le sable, c'est pas ni un solide ni un liquide, c'est des grains
avec des grains solides et de l'air entre les grains. Et ça marche et c'est valable pour tout ce qu'on appelle les milieux granulaires. Tous les milieux granulaires, c'est fait de solides, des grains solides, et entre les grains, si c'est sec, il y a de l'air, s'ils sont mouillés, ça peut être de l'eau, etc., etc. Est-ce que vous auriez des idées, peut-être avant qu'on passe à la suite, est-ce que vous auriez des idées d'autres milieux granulaires qui ne seraient pas du sable? On a donné un exemple. Le sable, c'est fait de petits grains. Est-ce que vous en connaîtriez d'autres, des milieux granulaires, des trucs composés de grains? La semoule et la farine, La semoule, exactement. la farine. La farine, là ici j'ai un pot de farine, effectivement. La farine, c'est des tout petits grains. Alors c'est même tellement petit qu'on appelle ça une poudre. C'est quand les grains sont vraiment minuscules. Et donc c'est de la poudre de blé qu'on a écrasée. Alors si c'est de la farine de blé, si c'est de la farine de maïs, ce sera de la poudre de maïs. La semoule, le sel, le sucre, s'ils sont en poudre, sinon ça marche pas trop. Mais oui, le sel, le sucre en poudre, c'est aussi des milieux granulaires. Le sel et le sucre, alors, tout le monde connaît bien le sel et le sucre. En fait, ça marche avec tout ce qui est composé de grains. Là, j'ai un pot de quinoa. Un pot de quinoa, c'est un milieu granulaire. Donc, si on comprend comment fonctionne le sable, on peut comprendre comment fonctionne un pot de quinoa. Ça, c'est encore du sable, donc ça sert à rien que je vous le remontre. Ça, c'est du sucre. Tiens, moi, c'est du café chez moi. Panier à des grains de café, la poudre d'amande, le poivre, la farine. Ça, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est. Du cacao en poudre. Alors, je pense qu'on ne répond pas à moi. Alors, ça marcherait avec des pois chiches aussi, mais ce n'est pas des pois chiches. C'est pas du boulgour, mais par contre, c'est une bonne suggestion. Le boulgour aussi. Quand on a un tas de boulgour, c'est un solide granulaire. Des bonbons, non, c'est pas des bonbons. C'est pas très bon. C'est des billes de tapioca. Pareil. J'ai mis des billes de tapioca là dans ce pot, et ça, c'est aussi un solide granulaire. Mais là, les grains, ils sont énormes par rapport au sable. Et Pania, tu nous montres encore et moi, un dernier exemple. J'ai des lentilles corail et des lentilles vertes. Les lentilles aussi, ça fait quand elles sont liées ensemble, ça fait des solides granulaires. Et plein d'épices qu'on peut trouver autour de nous, dans la cuisine. Et donc, du coup, pour vous rassurer par rapport à la question qu'il y a eu tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé d'avoir du sable pour faire les expériences qu'on va faire aujourd'hui? Non. Si vous avez n'importe quel solide granulaire, vous pourrez réussir à faire les expériences avec nous. Donc, si vous avez du sable parce que vous êtes à la plage, tant mieux. Si vous n'avez pas de sable mais que vous avez du quinoa, de la farine, des pois chiches, du sucre, j'en sais rien, quelque chose qui peut faire des grains, c'est bon, vous pourrez quand même faire les expériences avec nous. Et on va tout de suite enchaîner avec une deuxième expérience. Pania va vous parler d'une propriété intéressante qu'on peut voir quand on étudie ce genre de matière. Voilà, du coup, merci Paul d'avoir tout expliqué par rapport au milieu granulaire. Et là, moi, je vais continuer par une expérience que je vais vous montrer, que vous pouvez faire plus tard chez vous. J'ai choisi un milieu granulaire qui est quand même assez familier, le poivre. Et du coup, pour cette expérience, j'avais besoin d'avoir un matériau avec des grains très fins. C'est pour ça que j'ai choisi du poivre gris. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai mis dans un verre et j'ai gradué mon verre. C'est-à-dire, j'ai mis des degrés. Alors, je vais juste te mettre en pause une seconde pour répondre à une question qui vient d'apparaître dans le chat. Il y a Enfanta qui nous demande ce que c'est la différence entre du sable, je suppose du sable normal, et du sable kinesthésique. Alors, on ne va pas du tout en parler aujourd'hui. C'est pas prévu qu'on fasse des expériences dessus. Et je pense que c'est une excellente question. Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas ce qui se passe exactement dans les sables kinesthésiques. Je sais que c'est très rigolo à regarder, mais je ne sais pas comment ça marche exactement. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va garder cette question pour la fin de l'animation, quand on va avoir Xiaoping qui va nous rejoindre et qui peut-être sait. Et puis sinon, on vous partagera à la fin de l'animation une page avec plein de ressources et on essaiera d'en trouver qui parlent de sable kinesthésique pour que vous puissiez voir ce que ça fait. En tout cas, c'est un sable particulier qui se comporte de façon un peu étrange, mais je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment ça marche. Vas-y, Pania, je te laisse reprendre. Eh bien, très bien. Du coup, voilà, je vous explique. J'ai pris un verre transparent, un verre en verre. Et du coup, j'ai mis des degrés pour mes verres, c'est-à-dire j'ai gradué mon verre. Mais comme je n'avais pas une règle chez moi,
j'ai gradué mon verre avec une feuille comme ça. Voilà, peu importe. Je ne sais pas exactement chaque degré, ça fait combien de centimètres ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'est tout à fait arbitraire. Du coup, voilà, j'ai gradué mon verre comme ça. J'ai mis des degrés et j'ai rempli mon verre jusqu'à 5 degrés. D'accord? Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompée. Je ne devais pas remplir ce verre-là. Je devais remplir un autre verre que j'avais gradué à part, avec les mêmes degrés, exactement les mêmes degrés, avec le même outil, c'est-à-dire une feuille de papier. Du coup, voilà, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais changer la place du poivre que j'ai mis là-bas dans l'autre, c'est-à-dire je vais verser le sable que j'avais rempli dans un verre et je vais verser dans l'autre. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, Alors, si je fais comme ça. Tania, du Est-ce qu'on coup, voit bien? Oui. juste une petite remarque sur ce qu'on voit bien. On voit bien. Par contre, je crois que ta caméra est un peu lente. Du coup, si jamais tu fais des mouvements trop rapides, on ne voit plus trop ce qui se passe. Mais on voit bien. L'image, enfin, moi, je vois bien. Super, très bien. Du coup, je vais faire un peu moins rapidement, voilà. Et j'ai pris un entonnoir comme ça, et je n'en avais pas. Du coup, j'ai coupé une bouteille qui peut me servir comme un entonnoir. Je vais faire comme ça, et je vais réparer ma bêtise, c'est-à-dire, je vais mettre mon poivre à la place où je devais le mettre. Alors, vous êtes prêts? On y va? Ok, donc si je résume, si j'ai bien compris, tu avais du poivre dans un Vas-y, go. verre et tu as juste décidé de le verser dans un autre verre. Exactement. D'accord. Et là, j'avais bien prévu un chiffon pour réparer ma bêtise. Voilà. Et hop, je viens de voir que Ah oui, dis le donc. même poivre qui avait rempli jusqu'à 5 dans le verre précédent, maintenant, il va jusqu'à 6. Je ne sais Ah pas bah si ça oui. se voit bien. Donc tu viens de créer du poivre? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si je fais l'inverse, si je fais pareil, si je retourne, Oui, c'est-à-dire, si je, vas-y, je vais retourner le poivre dans remets-le dans le l'autre premier pour verre, c'est voir. peut-être que les verres sont pas pareils. En plus, Voilà. tu en as Je vais renversé à essayer de ne pas côté et mettre il y un peu avait. partout. Ouais. Bah oui, il y en a qui sont renversés à côté. Oui, donc si tu en renverses à côté, normalement, il devrait y avoir moins de poivre. Si je Et suis pas hop, j'en ai complètement nul. encore plus. J'en ai encore plus. Ah oui, ça Qu'est-ce qui monte se passe? carrément au-dessus du Qu'est-ce 6. que c'est ce mystère? Alors oui, donc là, Pania vient de vous soumettre un mystère. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une idée de ce qui vient de se passer. Elle avait rempli à moitié un verre de poivre, elle l'a vidé et re-rempli en remettant le même poivre dedans et finalement, il y en a plus. Alors, J'aime les sciences nous dit c'est parce que tu as fait une pente. C'est vrai que ton poivre, il n'est pas droit. Est-ce que quand tu le remets un peu droit, ça revient Bon, jusqu'au même j'en fais niveau? un peu comme ça. Alors Bah, là, on ne voit ça pas. remplit jusqu'au 6. Hein. Ah là, on ne Montre-nous. voit pas, pardon. Parce Ouais, que là, je dois elle a changer mon retiré la caméra. pente et c'est toujours au-dessus. Donc, c'est pas la pente. Alors, j'aime même réponse. Il se détasse. Ah, donc, Quentin 14 nous dit peut-être qu'il était tassé, ton poivre. Tout à fait. Eh ben, vous Ah, avez bien compris le piège. Exactement. Du coup, avant de faire cette expérience devant vous, j'avais bien tassé en fait mon poivre dans le verre précédent. Comment? Bah, en fait, Paul, il vient de nous dire que les milieux granulaires sont des grains plus des trous, des pores qui sont entre les grains. Là, dans notre expérience, dans notre milieu granulaire, les pores sont remplis de l'air. Donc, on a des grains de poivre plus plein de pores, plein de trous qui sont remplis par l'air. Et là, tout à l'heure, avant de commencer cette expérience, j'ai bien tassé. Mais est-ce que vous avez une idée de comment je peux tasser un milieu granulaire comme poivre? alors, J'aime les sciences qui nous dit j'ai compris. Alors, j'espère que ça veut dire que tu as compris, mais si jamais voulait dire que si jamais tu as oublié le pas, n'hésite pas à nous redemander une explication. Mais donc, si moi j'ai bien compris ce que tu viens de dire, tu nous dis que le poivre, qui est un milieu granulaire, puisque c'est fait de grains, et entre les grains, il y a de l'air. Là, en l'occurrence, il y a de l'air.
Ce qui s'est passé, c'est que quand tu l'as Tout à tassé, fait. tu as rapproché les grains, donc il y avait moins d'air. Et quand tu l'as vidé, tu as rajouté de l'air et donc ça prenait plus de place. Exactement. Je ne sais pas si vous avez jamais rempli une salière ou des épices dans les pots. Si on veut faire rentrer un peu plus de milieu granulaire, il faut secouer. C'est-à-dire quand on veut manipuler des milieux granulaires, c'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut secouer. On tapote, je ne sais pas si ça se voit bien, Vas-y, je regarde montre-nous. sur la caméra. Voilà, je regarde, qu'est-ce que je vois. Voilà. Par exemple, là, vous voyez que le poivre, il a rempli à peu près jusqu'à 6. Et si je veux que ça prenne moins de volume, ça suffit que je tapote sur la table. Désolée pour le bruit. Non, ça va, le bruit est supportable. Voilà, je tapote comme ça. Sinon, vous pouvez prendre, je ne sais pas, quelque chose comme une cuillère que j'en ai dans la main et vous pouvez tapoter comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait comme ça? En fait, on fait chasser l'air qui est entre les grains de poivre. Et du coup, l'air qui ont pris quand même un volume assez important, il s'échappe. Et les grains de sable, le poivre, pardon, les grains, ils viennent plus en plus en contact. Et du coup, ça se compacte plus en plus. Pardon, Paul, tu voulais dire quelque chose? bah non, mais tu as dit, voilà, tu as tout redit, donc j'ai plus de questions. Et Et voilà, dans le du coup, chat non plus, il n'y a pas de questions. Donc, si je résume, tu as réussi à retasser le poivre juste en tapant dessus, donc même pas en appuyant dessus, tu as juste tapé dessus. tout à fait, exactement. Juste avant de commencer cette expérience, j'avais bien tapoté. Je ne vais pas faire beaucoup trop de bruit pour ne pas faire mal à la tête. Mais voilà, si vous tapotez bien, vous pouvez bien voir que le niveau de poivre, ça baisse parce que l'air s'échappe. Il Donc, y a ce qui est très… Il y a Quentin 14 qui nous demande si mettre un bâton dedans, ça marche aussi. Donc je suppose s'il demande si tasser en mettant un bâton comme ça, c'est un bon moyen de tasser le sable aussi, ou est-ce qu'il vaut mieux tapoter? En fait, vous pouvez faire une expérience très rigolote avec un bâton. En fait, vous pouvez mettre un bâton dans un milieu granulaire, comme par exemple du poivre ou du sable, bien tapoter, et vous allez voir que le bâton, il va coller au milieu, au grain de sable, et vous êtes capable de même soulever votre récipient seulement en tapotant. Là, si je mets par exemple une cuillère dans mon poivre, je sais pas si On ça se va, voit on va, bien. on va pas avoir le temps de faire. Voilà. On est en retard, Pania. On va pas avoir le temps de faire Voilà, des on est en expériences retard. en Je ne plus. vais pas le faire, c'est juste pour… Voilà, on vous Par laisse contre, faire plus tard. par contre, en vrai, cette expérience, elle a été faite dans le live de la Rotonde qui a été fait la semaine dernière, qu'on va vous mettre dans les ressources qu'on vous transmet à la fin de l'animation. Donc, vous pouvez complètement la regarder dans la retransmission du live et vous pourrez la faire. Mais là, il va falloir qu'on enchaîne, sinon on va jamais avoir le temps de finir. Il y a deux questions qui ont été posées dans le chat. Il y a Théo Sanchez qui nous demande, du coup, cette expérience peut-elle être faite dans le vide? Et c'est une très bonne question que j'ai un peu envie de garder pour Xiaoping à la fin, qui peut-être saura nous répondre, peut-être pas. Hein. Personne n'est tenu de savoir répondre à toutes les questions. En tout cas, c'est vrai, ça. Si du coup on est dans le vide, il ne peut plus y avoir d'air entre les grains. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça se comporte du sable dans le vide? J'en ai aucune idée. Et C'est vrai que autre c'est une question super question, intéressante. est-ce que si on tasse assez du sable, on peut obtenir du sable pur, sans air? J'ai envie pour te répondre, j'ai envie de dire, tiens, regarde ce sable fait avec des très gros grains. Entre les grains, on le voit là, parce que là, du coup, on peut vraiment le voir. Il y aura, même si je le tasse à mort, il y aura toujours des trous. Donc, c'est un peu impossible de ne pas avoir de trous entre les grains, parce qu'ils ont des formes qui font qu'il y a forcément des trous. Même s'ils sont le mieux rangés possible, le mieux tassés possible, il y a bien d'une façon ou d'une autre des trous qui restent quelque part. Ok. Alors, cette expérience, on ne vous a pas proposé de la faire en même temps que nous pour aller plus vite, mais vous pouvez complètement la refaire à la maison, que ce soit avec du sable, avec de la farine, avec en tout cas, ou même avec du poivre, etc. N'hésitez pas à les refaire à la maison. Par contre, les deux expériences suivantes, on va vous proposer de les faire avec nous. Donc, vas-y, Pania, je te laisse enchaîner sur la suivante que vous allez pouvoir Alors, faire du coup, avec je elle. reviens. Bien, merci. Du coup, je reviens sur le sujet de farine, voilà, qui nous intéresse bien. Je vous ai préparé 2 pots de farine. Et je ne sais pas si vous avez fait comme moi ou pas. Si vous avez préparé 2 bols de farine chez vous,
pour faire Si chez l'expérience vous, en même temps vous que avez moi. des bols de farine, vous avez de la farine, c'est le moment de la prendre pour faire l'expérience avec Pania. Et ben voilà, je vous montre mes deux pots de farine. Je les ouvre et je vous explique. Comme on vous a en fait demandé de faire deux pots de farine et bien tasser un pot et laisser l'autre normal, voilà, verser la farine normalement. Et pour l'autre, il faut bien tasser, c'est-à-dire j'ai bien compacté ma farine comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce J'ai qu'on bien peut, chassé l'air et est-ce j'ai qu'on, bien tapoté, pardon, dis-moi. d'accord, d'accord, on peut aussi tasser en tapotant, en appuyant, on fait un peu tout pour la tasser au maximum. Tout à Ce que fait. Pour le Pania vous propose, cadeau, vas-y, pense-moi, je résume parce que pardon, je vois pour qu'il y a des le questions dans le chat. cadeau désolé, pour le cadeau de poivre, je ne pouvais pas parce que je ne pouvais pas rentrer ma main complètement dans le poivre, mais j'ai choisi exprès un pot bien large, comme ça, je peux mettre ma main dedans. Voilà, je peux D'accord. Donc, bien si vous voulez compacter faire la farine. l'expérience avec Pania, c'est le moment de prendre deux pots, deux bols, deux trucs dans lesquels vous pouvez mettre de la farine. Et puis, dans un bol, vous tassez la farine à mort comme vous pouvez. Et dans l'autre bol, bah, je ne sais pas, Pania, pour l'instant, elle n'a rien fait. Donc, on va voir ce qu'elle fait. Mais en tout cas, il y a un Voilà, bol, un j'ai pot fait dans lequel juste. vous tassez la farine au maximum. Et je vous demande, si on met par exemple, si on a deux billes comme ça, Et vous dans l'autre voyez, pot, Pania, on fait rien? on ne fait rien, vous versez juste la farine D'accord. normalement, vous ne faites rien de tout. Voilà. Et on voit que quand même, ah, quelque chose de super important, essayez de remplir les deux pots au même niveau. D'accord? C'est-à-dire essayer d'avoir le même volume de farine dans les deux pots. Oh, bon, j'ai fait à peu près, hein, grosso modo. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Dans la farine que j'ai bien tassée, j'ai rempli jusque-là. Dans l'autre aussi, pareil. Voilà, j'ai gardé à peu près le même volume. Okay. Alors, il y a Wanka Dop qui nous dit qu'elle n'a pas, ou qu'il ou elle n'a pas de billes. C'est pas grave, l'expérience, tu peux la faire aussi avec n'importe quoi. Si tu as des petites piles, des petits boulons, des petits, n'importe quoi qui est un petit peu lourd et petit, ça marche très bien. Super, merci beaucoup Paul de m'avoir relayé les questions parce que là pour montrer Oui, je pense que la tu vois plus l'écran là. manip, je ne peux pas voir le chat. Voilà, pour Ah, te dire bah par très contre, j'aime les rapidement. sciences, dit, moi j'ai des billes mais pas de farine. Donc là, ça va être un autre problème. Ça marcherait aussi si tu as une poudre. Alors, je sais pas, si tu as du Voilà, sucre glace, si tu as du poivre, mais si tu fais l'expérience avec du poivre, tu vas peut-être passer un mauvais moment après. Si tu as quelque chose qui est une poudre, comme de la farine, tu pourras faire l'expérience avec Pania. Et tout pareil, à fait. Du coup, il dans faut un bol ou un pot, tu tasses et dans l'autre bol, bah, tu fais rien. exactement, merci Paul. Du coup, il faut juste un matériau granulaire bien fin. Alors, du coup, à votre avis, si je lance, si je fais tomber mes deux billes dans les deux pots, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Bancadop qui dit j'ai des pois chiches, c'est bon. Alors, les pois chiches, c'est pas mal pour remplacer les billes. Par contre, pour remplacer la farine, c'est un peu gros. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je lance mes deux billes, là, par exemple, à cette Tu les hauteur-là? lances ou tu les lâches? Tu vas les lancer vraiment? Non, je vais juste les lâcher, pardon. D'accord, lâcher. C'est-à-dire, oui, je vais les garder avec, je vais les garder fixes, comme ça. Et après, sans vitesse initiale, tout à fait, je vais les laisser tomber, quoi. Donc, il y a Alors, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui va se passer? J'aime les sciences qui fait une première hypothèse qui dit eh ben, dans la farine tassée, ça va pas s'enfoncer. Mais peut-être dans la farine pas tassée, bah, je suppose que du coup, ce qui veut dire, c'est que aussi, dans la farine tassée, ça va pas s'enfoncer. Dans la farine pas tassée, la bille va s'enfoncer. Quentin demande c'est tassé où? C'est tassé pour Pagna, c'est tassé dans le pot de gauche. Et si jamais tu le refais chez toi, bah, tu sauras. Voilà. Euh, Et juste pour vous dire que, en fait, à la base, on voulait vous proposer une expérience que si vous pouvez marcher sur la farine ou pas. Mais après, on s'est dit, oh là là, il faut beaucoup de farine et c'est assez salissant. On s'est dit, bon, voilà, on va pas marcher sur la farine, pourtant qu'on sait très bien qu'on peut marcher sur le sable. Et là, au lieu de marcher sur la farine, on va juste, en Lâcher des fait, billes. lâcher d'obi pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, du coup, je En tout reviens cas, sur mon Marco site Polo nous propose que, nous initial. dit aussi ça s'enfonce. Est-ce que ça va s'enfoncer, Marco Polo, pareil dans les deux pots ou est-ce qu'il va y avoir une différence? En tout cas,
la meilleure façon de savoir, ça va être de le tester. Donc, si chez vous, vous avez de quoi le faire, eh ben, c'est l'occasion de tester. Sinon, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas ni farine, ni poudre, ni billes, de toute façon, Pania va le faire. Oh mon Dieu, Alors, marcher si sur vous la êtes farine. prêts, je le fais. Alors, 1, 2, 3, et je lâche mes billes. Ok, donc tu as lâché les 2 billes en même temps de la même hauteur. En même temps, de la même hauteur, et on voit que dans l'un qui n'était très très potassé, c'est-à-dire j'ai versé la farine très normalement sans rien faire, et ben la bille elle s'est enfoncée un petit peu dans la farine, et dans l'autre que j'ai bien tassé, on voit que la bille elle reste sur la surface. Vous voyez bien? Ça peut même rouler sur la surface. Donc, ce qu'on voit là, et que Alors, vous avez peut-être vu chez vous, donc ça confirme ce que vous disiez, les hypothèses qu'il y avait dans le chat. voilà. Effectivement, là où la farine était très tassée, ça ne s'est pas très enfoncé. Là où la farine n'était pas du tout tassée, ça s'est complètement enfoncé, même si elle est très très profond. Donc, est-ce qu'on peut marcher sur la farine? Alors, il y a une Du coup, remarque de J'aime les sciences qui dit le béton c'est fait avec du sable très tassé. Et c'est une bonne remarque, effectivement. Alors, je crois que c'est pas le béton, mais plus le ciment qui est fait avec vraiment du sable très tassé et suffisamment pour que ce soit dur comme de la pierre. Et effectivement, ça, on ne s'enfonce pas du tout dedans. j'aimerais juste ajouter que, ben, voilà, comme on vient de dire, les milieux granulaires sont partis de 2 parties, en fait, des grains et le fluide qui est entre les grains. Ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau, de l'huile ou autre chose. Dans le cas des expériences qu'on vient de faire ensemble, c'était que de l'eau. Du coup, on a pris des milieux granulaires très, très, bon, en fait, qui sont 7 quoi. Et en fait, c'est ce qu'on vient de faire. Ça montre, en fait, ça peut montrer une expérience scientifique très importante dans l'étude des milieux granulaires. Ça peut montrer que le volume des milieux granulaires, ça peut être égal, mais on peut avoir la quantité différente. Là, dans les pots que je vous ai montrés, les pots de farine, on avait à peu près le même volume de farine, mais pas la même quantité de farine. Pas Dans le même l'un poids, des en tout pots, cas. oui, pas En fait, la même finalement, quantité quantité, ça de ne veut plus dire grand-chose. Quand on parle de milieu granulaire, ou volume, il faut être plus précis. Il faut Tout dire à de fait. quoi on parle, Du quoi. coup, quand on parle de volume, ça ne veut rien dire parce que le volume de milieu granulaire, ça peut être très, très différent en fonction de comment il est tassé ou pas, comment il est compact ou pas. Par exemple, si on veut acheter un milieu granulaire comme du sable, comme de la farine ou quoi que ce soit, ça nous donne une leçon qu'il ne faut jamais acheter des matériaux granulaires par le volume. Il faut regarder par le poids, c'est-à-dire combien de kilogrammes, combien de grammes il nous faut. Parce que le volume, ça ne veut rien dire. Parce que le volume, ça peut être des grains qui ont bien rempli de l'air ou pas. Et j'aimerais En tout bien cas, quand même vous présenter. Oui, vas-y, finis. J'aimerais bien vous présenter une expression qu'on utilise dans les milieux granulaires, qu'on va en parler avec le chercheur tout à l'heure, à la fin. En fait, dans cette science qui étudie les milieux granulaires, on définit quelque chose qui s'appelle la compacité. La compacité, c'est le rapport de volume des grains par rapport au volume total Donc, des milieux granulaires. plus il y a de grains dans un volume, dans un même volume, plus la compacité, elle est grande, c'est ça? Et Tout à moins il y a fait. de grains dans le même volume, plus la compacité, elle est faible. Tout à fait. C'est-à-dire le volume occupé par les grains par rapport au volume total, ça définit la compacité. Et du coup, si les grains ils sont plus proches l'un à l'autre, c'est-à-dire plus compacts, la compacité augmente. D'accord. Donc ça, c'est une première propriété qu'on voit là, enfin même pas, une deuxième propriété des milieux granulaires. La première chose qu'on a vue, c'est que les milieux granulaires, c'est fait de plusieurs matières et que c'est toujours très important de s'en rappeler. Et la deuxième chose, c'est que cette matière, elle peut avoir une compacité qui nous dit à quel point il y a beaucoup de grains dans un volume. Plus il y a de la compacité, plus ça va être tassé. Et quand il y a une compacité très forte, le milieu ne se comporte pas du tout de la même façon que quand elle est très faible. Par exemple, de la farine très compacte avec une grosse compacité, on pourrait marcher dessus. De la farine avec une faible compacité, on coulerait dedans. C'est ça. Tout à fait. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est parce qu'on est complètement en retard, qu'on enchaîne vers l'expérience suivante que vous allez pouvoir faire avec nous.
Et cette fois-ci, c'est moi qui vais la faire. Mais en fait, c'est moi qui vais la faire autant que vous, puisque vous allez pouvoir la faire à la maison aussi. On vous a demandé en amont de cette animation de prendre des grains, plein de grains, si vous en avez chez vous, des gros grains, des petits grains, des grains moyens, et aussi de préparer des pots. Ce que vous allez avoir besoin, alors idéalement, si vous avez des pots cylindriques comme ça, c'est parfait. S'ils sont transparents, c'est encore mieux. Et si vous avez plusieurs pots qui sont identiques, c'est encore plus parfait parce que du coup, vous allez pouvoir tester plusieurs grains. Voilà, donc ça c'est pour le matériel. Si jamais vous l'avez, c'est le moment d'aller le chercher. Moi, j'ai préparé un pot de sable, un pot avec des billes de tapioca, un pot avec du quinoa, C'est qui, moi? un pot avec du sable, ça j'ai déjà montré, un pot avec du sucre en poudre. Mais si vous avez autre chose, il n'y a pas de souci, ramenez vraiment ce que vous voulez. Donc moi j'ai 4 pots, tout prêt. Et je vous propose de faire une expérience sur les avalanches. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des avalanches. Est-ce que vous savez ce que c'est une avalanche? Déjà, peut-être avant de faire un truc sur quoi que ce soit, on va le définir pour être sûr qu'on parle de la même chose. C'est quoi une avalanche? Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat ou par mail, si vous ne pouvez pas parler dans le chat, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, il n'y a pas de problème. Clémentine nous les transférera. Alors, on me dit non, donc ça veut dire Alors, que Wanda Cop ne saurait pas trop nous définir ce que c'est une avalanche. c'est une espèce de coulée de neige géante. Coulée de neige, c'est quand la neige tombe des montagnes, mais alors du coup, quand elle tombe pas du ciel, quand elle tombe des montagnes, c'est n'importe. Là, Diamant Panda, je pense, à copier-coller Wikipédia parce que ça a l'air d'être une vraie définition bien rédigée et tout. Il dit merci Google à la fin. Donc oui, il assume. Ou elle assume. Importante masse de neige qui se détache du flanc de la montagne en déval, en entraînant des blablabla. Gracias. Donc, OK, une avalanche, en général, quand on parle d'avalanche, on parle d'une avalanche de neige. Et une avalanche de neige, c'est effectivement une coulée de neige. La neige, c'est aussi un milieu granulaire. C'est fait de petits flocons, de petits grains qui sont des flocons de glace. Et de temps en temps, la neige, elle peut, si on ne sait pas pourquoi, on va en discuter là, elle peut se mettre à s'écouler d'un coup le long de la montagne, alors qu'elle ne bougeait pas avant, et puis tout à coup, c'est plus stable, ça tombe, et ça s'effondre sur le côté de la montagne. En fait, en général, dans la vie de tous les jours, quand on parle d'avalanche, on parle de neige. Mais dans la recherche sur les milieux granulaires, quand on parle d'avalanche, on peut parler en fait de n'importe quel granulaire. Ça peut être une avalanche de neige, mais on peut faire aussi une avalanche de sable. C'est quand il y a du sable qui se met à s'écouler sur une pente. On peut faire une avalanche de billes de tapioca, c'est quand les billes de tapioca s'écoulent sur une pente. On peut faire une avalanche de, bon, je ne vous les fais pas tous, parce que sinon on a pour 3 jours, mais une avalanche dans la recherche, c'est comme dans la science des milieux granulaires, c'est comme ça qu'on appelle quand les grains s'écoulent le long d'une pente. Et surtout, s'écoulent tout seuls, sans qu'on les ait poussés nous-mêmes. Parce que sinon, voilà. Et donc, j'aime les sciences, mais c'est comme quand le sable de mon château de sable est sec et qui s'écoule sur le côté. Exactement. Quand tu fais un château de sable avec du sable sec et que du coup, ça reste pas comme ça, ça tombe, tu fais des avalanches sur le côté de ton château qui ressemble plus à un tas de sable, donc sur les côtés de ton tas de sable. Et ces écoulements de sable, on appelle ça des avalanches, comme dans la montagne. Et ben, peut-être du coup, je vais vous poser une autre question avant de faire l'expérience. Pourquoi, des fois, les granulaires, la neige, le sable, le quinoa, ils se mettent à faire des avalanches? Pourquoi des fois ça se met à couler le long de et pourquoi des fois ça bouge pas? Qu'est-ce qui fait que ça coule, à votre avis? Le vent, alors c'est vrai, le vent, des fois, le vent, ça peut pousser et donc aider les choses à tomber. Mais imaginons qu'il n'y a pas de vent, il n'y a personne qui pousse. Pourquoi des fois, ça marche tout seul, ça coule tout seul? Par exemple, en montagne, des fois, une avalanche, ça se déclenche alors qu'il n'y avait pas de vent et qu'il n'y avait personne pour pousser le truc. C'est ça, il y a Quentin 14 qui nous dit la pente est très forte. Et il y a J'aime les sciences qui me dit je ne sais pas et ça m'énerve parce que j'aimerais bien savoir. Et donc ça tombe bien, on va essayer d'y répondre. La neige fond. Donc ça peut être, alors oui, dans le cas de la neige, ça peut être un peu compliqué parce qu'elle fond, il peut y avoir des trucs un peu complexes. Dans le cas du sable, effectivement, c'est juste la pente. Alors je vais vous le montrer là.
en prenant ce… En fait, on le voit mieux avec le quinoa. Hop là. Dans le cas, c'est pareil. Hein, ça. Là, vous voyez, j'ai mis dans le pot, j'ai mis du quinoa. Vous pouvez aussi faire pareil. On a quand même un comment. Pardon, on a une remarque très intéressante qui dit quelqu'un crie. C'est vrai que quand on crie, on fait le son et ça fait la vibration. Donc peut-être aussi des vibrations, ça peut, comme un cri ou quelque chose, ça peut aider une avalanche à se faire. Ça, c'est une bonne question. Et ça, je pense que c'est une question qu'on va garder pour Xiaoping à la fin, parce que ça a complètement un rapport avec ce qu'il fait dans la vie, je crois, si j'ai bien compris. Ce que je vous propose, c'est si vous voulez voir des avalanches, faites comme moi. Mettez des grains dans un pot. Alors moi, j'ai pris du quinoa, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Et faites tourner le pot comme ça. Et vous allez voir que au-delà dès que la pente est trop forte, les grains vont se mettre à couler pour réduire la pente, pour faire une pente plus petite. Par exemple, là, si je tourne le pot un tout petit peu, à chaque fois que je le tourne, hop, ça se réduit. Donc là, ça ne coule pas, hein, tant que c'est plat comme ça. Si je fais une pente pas trop forte, pardon, il n'y a pas d'avalanche. Mais dès que je dépasse un angle, dès que la pente est trop forte, hop, une avalanche. Ah oui, c'est trop bien. Alors, n'hésitez pas à le refaire. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va essayer de faire une vraie expérience pour vérifier une vraie question. Alors, on va devoir faire un peu court parce qu'on est toujours en retard. Mais j'ai entendu dire, comme ça, là, ou en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai entendu dire que plus les grains sont petits. Alors, il y a J'aime les sciences qui dit « Ah oui, mais pourquoi normalement les grains du dessous soutiennent les grains du dessus ?» Apparemment, ça marche que jusqu'à une certaine pente. Et puis là, les grains ne soutiennent plus du tout, ça coule. En tout cas, j'ai entendu dire dans une vidéo YouTube que plus les grains du milieu granulaire sont petits, plus la pente à laquelle l'avalanche se déclenche est élevée. Et vous savez ce qu'on dit sur les vidéos YouTube, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Du coup, quand on a comme ça une hypothèse qu'on voudrait tester, qu'est-ce qu'on fait? Alors, question que je vous laisse le temps de répondre dans le chat. Et il y a Quentin qui nous dit « c'est pas toujours la même pente ». C'est vrai. Oui, c'est pas toujours la même pente. Alors, on en parlera peut-être après. On teste, exactement. Quand on a une hypothèse et qu'on ne sait pas si elle est vraie ou pas, on teste. On fait ce qu'on appelle en science une expérience. Donc, ce que je vous propose, c'est de tester cette hypothèse, voir si elle est vraie ou pas. Si vous avez plusieurs pots et si vous avez plusieurs tailles de grains, vous voyez, moi, par exemple, là, j'ai des très gros grains. Là, j'ai des petits grains. Là, j'ai des grains moyens. Je vais voir lesquels s'écoulent le plus facilement. Alors, par exemple, ce que je peux faire, vous pouvez faire autrement si vous avez une autre idée, hein, mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est les mettre bien à plat, comme ça, et ensuite faire rouler les pots en même temps et voir dans quel pot l'avalanche se déclenche en premier. Est-ce que c'est dans le pot de quinoa? Par exemple, là, si je le fais, à votre avis, c'est dans le… Si l'hypothèse est vraie, ça devrait… Donc, si l'hypothèse est vraie, que plus les grains sont petits, plus l'avalanche, elle se déclenche quand c'est très pentu. Si c'est vrai cette hypothèse, alors normalement l'avalanche devrait se faire en premier dans le pot de quinoa et en deuxième dans le pot de sable. On va voir, je le tourne tout doucement. Pour l'instant, il n'y a rien. 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 Ah, attention. Alors, attendez, j'ai fait n'importe quoi, ça a glissé. Je recommence. Tac, tac, tac. On a une hypothèse comme quoi que le quinoa va couler en premier. Effectivement. Alors, si c'était pas très clair, je pense, sur la vidéo, on ne voit pas bien. Du coup, c'est mieux si vous le faites chez vous. C'est effectivement le quinoa qui s'est mis à bouger en premier. Donc, ça a l'air de respecter cette loi que j'ai vue sur YouTube. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. En tout cas, c'est juste une expérience. Pour vérifier une expérience, pour vérifier une hypothèse, il ne faut pas faire juste une expérience. Il faut que le plus de monde possible fasse le plus d'expériences possible. Donc, si chez vous, vous avez, c'est le moment de tester. Hop, je vais le refaire. Ah oui, là, c'était clair. Ça s'est déclenché d'abord dans le quinoa. Alors, je vais essayer avec autre chose. Par exemple, avec de la farine et du quinoa. Et vous, si vous avez autre chose chez vous, allez-y. Et n'hésitez pas à nous mettre dans le chat les expériences que vous avez faites. Par exemple, là, moi, je pourrais écrire quinoa versus sable. C'est d'abord le quinoa, puis le sable. Et là, je vais essayer quinoa versus farine. Il y a Quentin qui nous dit
qu'il a essayé et la semoule tombe avant la farine. Bon, et là, le quinoa tombe avant la farine, et là, on le voit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien parce que c'est très saturé à l'écran, ma farine, mais le quinoa, il a coulé, la farine, elle a coulé bien plus tard. OK. Et Zidoudou qui nous dit, oui, mais la farine s'attache un peu ensemble alors que pas le quinoa. Alors ça, c'est une bonne remarque. Peut-être que il se passe aussi des choses. Parfois, il peut se passer aussi des choses plus compliquées que juste la taille des grains. Peut-être que parfois les grains, ils ont des interactions entre eux. Et alors ça, c'est complètement le genre de choses que la recherche peut étudier. Savoir et si les grains ils collent légèrement, qu'est-ce que ça fait pour les avalanches? Et si les grains ils se repoussent, est-ce que ça change quelque chose? Et si les grains ils sont pas tout ronds mais carrés, est-ce que ça change quelque chose? Donc ça, c'est une bonne remarque. Et si les grains collent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'avalanche, elle est plus facile, plus difficile, etc. Je te dis quand même les réponses dans le chat. Paul, j'avais de l'amarante et du pois chiche. C'est d'abord l'amarante avant de pois chiche. Alors, J'aime les sciences. Du coup, j'ai une question. C'est quoi l'amarante? Ouais, moi, je ne sais pas du tout. J'aime les sciences qui nous dit, est-ce que parce que les petits grains sont plus nombreux et que du coup, ils accrochent plus? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on va celle-là aussi, on va la garder pour Xiaoping, qui va nous rejoindre dans genre 1 minute là. Moi, je refais une dernière manip de mon côté. Voilà, pardon, moi, avec les billes de tapioca, ça se voit. Alors, moi, mon problème, c'est que mes billes de tapioca, elles glissent. Je ne sais pas si vous voyez, mais elles glissent vraiment sur les parois aussi. Donc, ça empêche un peu les avalanches. Mais je vois quand même que ça bouge très vite. Bon, là, non, je vois ça glisse trop. On voit rien du tout. Il y a plus de grains, c'est que ça tombe en premier. L'amarante, c'est une plante sacrée des Aztèques. Du coup, oui, d'accord, très bien. Mais, par contre, ça ne me dit pas du tout si ça faisait des gros grains, des petits grains, ou etc. Mais en tout cas, là, vous pouvez tester l'hypothèse chez vous. Alors, pour l'instant, j'ai vu la semoule tombe avant la farine, donc de Quentin 14. Effectivement, la semoule, c'est les plus gros grains, donc ça a l'air de confirmer l'hypothèse. Est-ce qu'il y a des expériences? De toute façon. Est-ce qu'il y a des expériences? Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des expériences qui infirment l'hypothèse, qui montrent le contraire de ce qu'on a dit? Parce que s'il y a des expériences qui montrent le contraire de ce qu'on a dit, tout de suite, ça peut nous mettre sur une piste. Mais Paul, je pense qu'on peut dire quand même, sûr et certain, que l'avalanche, ça dépend carrément de la taille des grains. Parce que là, on voit que quand les tailles des grains sont différentes, ça ne déclenche pas l'avalanche de la même manière. Oui, oui. Et effectivement, en tout cas, toutes les expériences que vous avez racontées dans le chat et que j'ai fait moi ont l'air d'aller dans le sens que plus les grains sont petits, plus c'est difficile de déclencher l'avalanche. Si quelqu'un voit le contraire, c'est intéressant aussi de se dire ah tiens, c'est marrant, pourquoi Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toujours faux? Est-ce que ça veut dire que parfois il y a des conditions qu'il faut voir? En tout cas, voilà, alors Quentin nous dit je vais essayer avec des billes, il a raison, vous pouvez continuer à essayer avec tout ce que vous voulez, et même une fois que le live est fini, vous pouvez continuer à faire l'expérience, et puis vous rendre compte si ça marche toujours, s'il y a des conditions plus compliquées, est-ce que quand les grains sont carrés, ou est-ce qu'avec des grains de riz, par exemple les grains de riz, c'est pas rond, ça a une forme bizarre, est-ce que du coup ça marche toujours pareil, avec les lentilles ça marche toujours pareil, Bref, on peut se poser plein de questions comme ça, et c'est bien d'essayer de tester avec le plus de trucs possible. Et J'aime les sciences nous dit donc si la neige était plus fine, il y aurait moins d'avalanches, et je pense que ça c'est une très bonne question. Si cette hypothèse est vraie, j'aurais tendance à dire que bah oui, si la neige est plus fine, il devrait y avoir moins d'avalanches. Après, je ne suis pas. Et n'hésitez pas de nous envoyer vos résultats. N'hésitez pas de nous envoyer vos résultats dans l'email. En fait, si vous avez testé plusieurs grains différents, ça nous intéresse de voir le résultat. OK. Pendant que vous continuez à faire des dernières expériences, on va passer à la dernière partie de cette animation, parce qu'il nous attend, donc c'est quand même le moment d'arrêter de le faire attendre, le pauvre Xiaoping. Donc, on va avoir avec nous dans quelques minutes Xiaoping, qui est un chercheur. Alors, je le présenterai quand il sera là. Hop, Arnaud, c'est la personne qui a la technique. Arnaud, tu peux envoyer Xiaoping à l'écran. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour Xiaoping. Bonjour. Alors,
Ce qu'on vous propose, donc à toi et au public, c'est que pendant les 10 minutes qui nous restent, eh ben, on discute avec toi, on te pose quelques questions sur les milieux granulaires. Alors d'abord, peut-être pour introduire qui tu es. Toi, tu es chercheur à l'Institut Langevin, qui est un laboratoire qui étudie les ondes. Mais toi, dans ton cas particulier, tu fais des expériences entre les ondes et les milieux granulaires. Donc, les milieux granulaires, c'est apparemment quelque chose que tu connais bien. Tu vas peut-être pouvoir répondre à des questions qui traînent. Donc, c'est parfait. Et tu es aussi professeur à l'université Paris-Est. C'est ça? Marne-la-Vallée. Marne-la-Vallée. Du coup, on a quelques questions pour toi. Peut-être la première question, puisqu'on vient de parler des avalanches, est-ce que c'est vrai, ce truc que j'ai vu sur YouTube et qu'on a essayé de tester, est-ce que toi aussi tu as fait des expériences dessus ou tu connais des expériences dessus? Est-ce que c'est vrai que plus les grains sont petits, plus les avalanches sont difficiles à déclencher? Tout à fait. Non, c'est très intéressant. L'expérience que vous avez montrée sur les avalanches, ça montre bien qu'un milieu granulaire ou un tas de sable peut transiter d'un état solide, on prononce de solide, en fait c'est un état solide des grains, parce que les grains en soi-même c'est très dur, mais globalement ça peut s'écouler. Donc la dernière expérience sur l'avalanche, c'est typiquement une démonstration d'une transition, on appelle ça, d'un état solide, stable, vers un état d'écoulement qui sont instables. Alors, D'accord, donc quand on a un tas de sable, on peut le faire transitionner d'un état où il est stable, il ne bouge pas, à un état où il se met à bouger tout seul. voilà, ça c'est une façon de quantifier tout ce que vous avez discuté cet après-midi. Tu as, un sablier, comme parlait, enfin, tu as un sablier ou un paquet de café qui est plutôt insolite. Quand on parlait en état d'un sablier, ça se voit que ça s'écoule. Donc, c'est justement ces deux comportements caractéristiques de ce milieu-là qui est très particulier. Alors, à propos, je dirais, la question que Paul, que tu as posée avec Apania, c'est que pourquoi, je dirais, les gros grains, je dirais, peut s'écouler un petit peu avant. C'est parce que, en plus, les deux propriétés, vous avez discuté cet après-midi, à savoir, le fluide ou le liquide qui sature les grains, qui est quand même pas un grain qui est dans le vide, hein, il y a quand même de fluide dans le pore qui les sature, et d'autres propriétés, à savoir de la compacité, que Pania a discuté. Si un milieu qui est très compact, ça sera plutôt solide qu'un empilement large qui la bille elle peut s'enfoncer dedans. Ça prouve bien que la farine dans un état large, c'est plutôt liquide, hein, parce que les grosses billes peuvent s'écouler. Il y a encore un troisième paramètre que Paul, que vous avez déjà soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle une cohésion entre les particules. C'est-à-dire, c'est un peu comme les châteaux, un château de sable. C'est un peu la question que nous avait posée, alors je ne sais plus, je crois que c'était Quentin 14 ou J'aime les sciences, qui nous disait, et si les grains ils collent un peu, ils sont attirés. Donc en fait, toi tu nous dis qu'il y a trois choses qui sont intéressantes pour étudier les propriétés des milieux granulaires. C'est la compacité, est-ce qu'ils sont tassés ou pas, la pente. Alors, il y a aussi le rôle de fluide qui le sature, comme ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est la première discussion. Et puis, c'est ce que l'expérience que tu as fait là, entre l'eau et aussi, je dirais, les sables sabliers qui s'écoulent, etc. La troisième, c'est ce que tu as aussi dit, c'est que si on peut fabriquer un château de sable, c'est-à-dire qui n'est pas sec, mais qui n'est pas du tout complètement mouillé non plus, c'est-à-dire, si vous ne pouvez pas faire un château de sable sous-marine, par exemple, ça, c'est pas possible. Par contre, si vous mettez un peu de l'eau, dans ce cas de figure, on a ce qu'on appelle les ménisques capillaires, c'est-à-dire vous avez des ponts capillaires entre les grains solides. Quand on fait un château de sable, il y a de l'eau entre les grains et ça fait des choses qu'on appelle des ménisques qui tout à fait, qui peut faire la cohésion. Donc, c'est pour ça qu'on collent les grains ensemble. Très bien. Voilà. Et la troisième chose, c'est toujours un peu dans le même sens, c'est qu'on peut aussi renforcer une interaction, je dirais, entre les particules par la forme, ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si c'est une forme un peu comme le sable, irrégulière, ça peut bloquer. Ça peut bloquer, c'est-à-dire le frottement entre les particules est plus fort qu'entre deux billes, par exemple, sphériques. Voilà, on peut poser la même question. Si ce sont une bille carrée,
qui va s'écouler plus difficilement parce que ça se bloque. D'accord, donc c'est un peu la même chose que la cohésion. La question qui se posait tout à l'heure dans le chat aussi. Voilà, c'est tout à fait ça. Quand la forme ça change aussi la propriété des milieux. Voilà. Donc ça, je dirais, ces 2 points, c'est au fait qui caractérisent un peu les interactions entre les particules. Soit ça frotte, ou ça bloque par l'irrégularité, ou je dirais, vous avez de liquide, des ménisques, ça peut faire la cohésion. Alors, pour finir la question, pourquoi avec les petites particules, ça collerait de plus, c'est-à-dire pour que ça... Alors, pourquoi quand les grains sont petits, l'avalanche est plus dure? Donc, la recherche a déjà une réponse à ça. Très bien. Voilà, ça, c'est une question très, très bonne question, très intéressante. C'est que quand on est, je dirais, les grains qui sont dans l'air environnant, il y a toujours de la humidité. En fait, il y a toujours un peu des ménisques, je dirais, capillaires autour des particules. Okay? Donc là, il y en a toujours. Il y a toujours de l'eau. Toujours. Oui, il y a toujours un peu de la humidité. Donc même mon sable là qui est sec et j'ai pas mis d'eau dedans depuis 1000 ans, en fait, il y a un peu d'eau dedans. Oui, il y a un peu d'eau dedans. Sauf que si parce qu'il y a l'humidité de l'air qui est... Oui. Voilà. Sauf qu'avec la farine, les particules, elle est plus petite. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comparer cette humidité créant de cohésion entre les particules avec le poids d'une particule. C'est-à-dire que si la cohésion elle est plus grande par rapport au poids d'une particule, dans ce cas de figure, ça ne va pas tomber parce que c'est bien collé. Donc si la particule est petite, si la particule est petite comme la farine, ça c'est bien collé. C'est pour ça que la farine, on peut l'incliner très fortement, tandis qu'un sable ou de grosses billes, ça tu peux avoir un pente qui est très raide à cause de ça. Avec une grosse particule, cette petite humidité, ça ne suffit pas de supporter des poids d'une particule qui est plus lourde, parce que plus est gros quand même, plus la particule est lourde. Donc ça explique, je dirais, l'expérience que tu as fait tout à l'heure. Donc pour expliquer cette différence, l'humidité de l'air, ça suffit. Si l'air est humide, les petits grains ils vont avoir tendance à se coller un petit peu et c'est suffisant pour les empêcher de couler, contrairement aux gros grains qui se collent moins bien. Alors on a plein de questions dans le chat que je pense qu'on pourrait te poser. Ça serait intéressant de savoir ce que tu en dirais. Alors déjà, il y a Quentin14 sur les avalanches qui nous dit que les avalanches, on peut les déclencher en criant. C'est vrai qu'une avalanche, ça peut se déclencher en criant? C'est une très, très bonne question. C'est-à-dire que, ça, c'est un peu lié avec quand on est quand une pente qui est proche des avalanches, ça veut dire qu'il est plus très stable. Il va basculer d'un état qu'on va dire solide vers un état liquide, ça veut dire qu'il va s'écouler. Et pour moi, justement, quand on criait, ça peut déclencher, il y a 2 mécanismes possibles. C'est-à-dire tous les 2 sont liés avec de la vibration. Quand on criait, c'est-à-dire on a une onde sonore un peu dans l'air, on est d'accord? Donc, tu as parlé tout à l'heure, dans la première partie de votre discussion, un milieu granulaire, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. Il n'est pas complètement en vide. Il y a quand même cette fluide qui est un peu entre les deux, qui joue un rôle très important. Un milieu granulaire, c'est des grains et un fluide autour. Voilà. Vous pouvez imaginer, si vous faites un paquet de café, c'est-à-dire que vous le pompez de l'air dedans, donc d'accord, donc c'est plutôt le vide à l'intérieur. Grâce à la pression atmosphérique, on le compacte mieux, je dirais, ce paquet de café. Donc, c'est pour ça qu'on a une impression que ce paquet de café, c'est plutôt comme un solide. Okay? Donc, en revanche, on va parler d'un cas un peu contraire. Ce granulaire qui n'est pas rempli de l'air, qui est rempli plutôt de l'eau. Vous voyez, je dis un peu comme un sédiment, comme le fond marin de sédiment. À cause de la pression dans le pore, qui est beaucoup plus importante quand même par rapport de l'air, etc., on a déjà un sentiment, un fond marin, il est moins solide, moins costaud, solide qu'un paquet de café. D'accord. Comme l'eau, elle a une pression plus forte que l'air, par exemple, au fond, dans les fonds marins, ça fait que les pores entre les grains, ils ont plus de pression et donc les grains sont moins collés les uns aux autres. Sont collés ensemble parce que c'est la pression, je dirais, de l'eau qui pousse un petit peu l'interaction entre les particules.
Donc, plus si le les grains fluide a qui une sont pression séparés, forte, plus il va pouvoir voilà, avoir qui vont pouvoir de la bouger, place. quoi. C'est-à-dire, si le grain qui bouge, c'est plus un solide. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle un phénomène de liquéfaction. C'est-à-dire, vous savez, de liquéfaction, c'est que quand il y a certains tremblements de terre, un pareil je dirais, par exemple, certains sols pourront s'écouler. En fait, ce sont les immeubles qui peuvent s'écouler. Donc, ce que vous dites, c'est que là, au début, Quentin, il parlait de vibrations. Quand on crie, ça peut faire des avalanches. Mais vous c'est dites un peu la même même chose. Quand on fait un tremblement de terre, ça fait aussi des vibrations. Voilà, et ça peut créer des avalanches de sable, de pentes de volcans, de boue, de tout. Tout à fait. Quentin dit le crier, c'est-à-dire que c'est parce que ce sont des pressions dans l'air qui deviennent plus importantes, donc il va séparer un peu les grains de neige, etc. Donc, ça peut ramollir un peu le squelette de neige. Même l'expérience, un peu comme le tremblement de terre sur le sol, si maintenant le tremblement de terre, que ça crie, bon, c'est pas crier, c'est-à-dire que ce sont des vibrations qui communiquent sur de l'eau, qui saturent le sol, il peut provoquer un peu de la même chose, c'est-à-dire la pression de fluide. Dans le premier cas, c'est plutôt l'air, dans le second, c'est plutôt l'eau. S'il devient plus important, il peut séparer plus facilement les grains. Si les grains sont séparés, ça construit plus une squelette solide comme les balastes, comme les barrages, etc. Dans ce cas de figure, tout s'écroule. Donc, quand on crie, quand on envoie des vibrations, on peut on peut rendre les grains plus faciles à séparer. Voilà, et donc, ça peut s'effondrer plus facilement. La pression de fluide, que ce soit l'air dans les neiges, que ce soit de pression dans l'eau pour le sol, tous les deux jouent le même rôle. Ça défragmente un peu. Ça augmente l'agitation. Voilà. Voilà. Pardon, on a plusieurs questions pour toi. On ne sait pas si tu connais la réponse. Il y a Anna Fanta qui nous demande quelle est la différence du sable kinesthétique. Alors, est-ce que toi, tu sais ce que c'est le sable kinesthésique? Et le sable normal. Nous, on ne savait pas trop. Désolé, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Les particules, je dirais, la matière canulaire, comme vous le savez, c'est la deuxième matière le plus utilisée sur la Terre après l'eau par l'humanité. Les granulaires, c'est le deuxième truc. Les granulaires en général ou juste le sable? Des milieux canulaires en général, comme pour la pharmaceutique, pour les poudres, que ce soit pour les grains alimentaires, vous savez, les blés, du riz, ou pour la construction, les ciments, et pour voilà. Tout ça, ce sont des matériaux qu'on utilise vraiment, je dirais, largement, je dirais, sur la Terre, etc. Même pour les environnements, c'est très, très important parce qu'on a tellement construit le béton, si on voudrait réutiliser toute cette matière-là, il faut aussi apprendre pour le casser. Donc ça fait partie aussi des choses vraiment très, très importantes. Donc ça fait partie de la science du coup, de ce matériau. Ça fait une il peut passer d'un solide vers un liquide, c'est ce qu'on a parlé. Il faut rendre ça plutôt solide pour renforcer les parages, etc. Mais il faut aussi apprendre de le détruire. Et ça, c'est aussi bien. Comme ça, on peut récupérer aussi un peu des matériaux. Donc, de comprendre ce changement de son état, d'un solide vers un liquide, c'est quelque chose de vraiment très important. Aussi bien pour comprendre le phénomène naturel qui peut être catastrophique, ce qu'on vient de dire, les avalanches, ou la liquéfaction, le glissement de terrain, mais aussi pour les sciences des matériaux, pour la construction, comme ce que je viens de dire, c'est aussi quelque chose de très, très important. C'est parfait, ça fait une transition parfaite vers la question suivante qui a été posée dans le chat. Donc, tu dis que les milieux granulaires, il y en a beaucoup partout, dans plein de domaines, on en échange beaucoup, c'est quelque chose qui est échangé, c'est la deuxième chose la plus échangée après l'eau dans le monde. Et on nous demande, du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais comme recherche autour des milieux granulaires? C'est une question de Violon 06. Par exemple, tu te poses quelles questions sur les milieux granulaires? Qu'est-ce qu'il y a comme question encore aujourd'hui? Voilà, encore les questions. Alors, comme je viens de vous dire, que ça reste un sujet c'est un système matériel omniprésent dans la nature, comme beaucoup de questions physiques et scientifiques.
tout ce qu'on croise dans la vie toujours depuis des siècles, qui ne veut pas dire qu'on ne comprend, comme la science de l'environnement, comme la science de la vie. Donc, il reste encore beaucoup de questions à comprendre. C'est-à-dire, l'état d'un solide vers un liquide, c'est quelque chose qui est difficile parce que milieu granulaire, c'est un système de N-corps, ce qu'on appelle ça. Il y a beaucoup de particules, mais pas suffisamment important pour qu'on puisse le décrire avec ce qu'on appelle la physique statistique en état d'équilibre, comme les atomes, comme les molécules. Donc, sur le plan physique fondamental, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Alors, en ce qui nous concerne, dans notre laboratoire, me concerne, à l'Institut comme Langevin, tu as présenté tout à l'heure, on est à l'Institut Langevin, Paul Langevin, qui est aussi un spécialiste sur les ondes acoustiques. C'est lui qui a inventé le premier sonar, je dirais, pendant la Première Guerre mondiale pour l'application militaire, qui est maintenant largement aussi utilisé pour tout ce qui est l'application échographique des médicales. Donc Langevin, il a inventé, oui, voilà, le sonar. Voilà. Et l'échographie, l'échographie, c'est une technologie en lien. Voilà. Ça, c'est vraiment directement ça. Et le sonar et l'échographie, ça consiste à, si j'ai bien compris, envoyer des ondes dans un milieu qui est solide ou liquide. Voilà, tout le milieu. Ça peut être le corps humain. Vous savez, on peut poser des questions. Le corps humain, c'est un solide ou c'est un liquide? Bon, si je prolonge un peu ce genre un peu de la discussion. Alors, donc, on a suivi un peu cette philosophie, cette filiation. Donc, on peut déjà utiliser des ondes acoustiques. Chez nous, c'est plutôt les ondes ultrasonores, suivant la taille des particules, hein, parce que ça peut être utilisé aussi à l'échelle de tremblement de terre. La Terre, dans ce cas de figure, ce ne sera plus les ondes ultrasonores, c'est plutôt les ondes sonores, voire les ondes des infrasons. Donc, l'objectif, c'est justement utiliser les ondes pour sonder ce type de matériaux. Il y en a beaucoup. On peut même imaginer pour sonder la Terre. Et vous envoyez des ondes dans des milieux granulaires. Voilà. Et du coup, pour étudier quoi? Qu'est-ce que ça vous permet de voir quoi ou de découvrir quoi? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, déjà pour comprendre, est-ce que c'est un solide ou c'est un liquide? Parce que ça, c'est une question qui est très importante. Comme vous le savez bien qu'un solide, la vitesse de son dans laquelle il se propage, elle est plus rapide. Comme vous savez, c'est à peu près 3000 mètres par seconde. La vitesse de son dans l'eau, c'est à peu près 1500. La vitesse de son dans l'air, c'est 300 mètres par seconde. Donc, rien que de sonder, à quelle vitesse va le son dans un granulaire? Ça devient une vraie question. Voilà, tout à fait. Et qui est très important, c'est un peu comme de l'échographie, parce que les milieux granulaires, un peu comme le corps humain, souvent sont optiquement, qui ne sont pas transparents, sont opaques. Donc, il n'y a pas d'autre moyen de sonder ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, par exemple, tout comme la Terre. Vous savez, pour sonder la Terre, il faut envoyer des ondes acoustiques, sauf que la fréquence elle est plus basse. Mais c'est un peu de la même philosophie. D'accord. Pour observer l'intérieur du sable ou d'un milieu granulaire, voilà, comme ce n'est pas transparent, on peut envoyer des ondes et on voit comment elles traversent et ça permet d'un peu de comprendre déjà l'intérieur. Voir, est-ce que quand on proche un peu les avalanches, comme ce qu'on vient de dire, peut-être il est fragile parce que ça sera plutôt comme un liquide, donc la vitesse son sera plus faible, etc. Donc on pourrait déjà faire de la prévention avant d'un tremblement de terre, déjà de comprendre ce qui se passe. Oui, donc on pourrait voir si ça commence à se comporter comme un liquide en envoyant des ondes dedans. Et si les ondes se comportent comme dans un liquide d'habitude, alors on peut se dire, oh là, attention, ça risque de s'effondrer. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt comme une sonde non destructive, non perturbative. Donc ça, c'est une chose. La seconde chose, un peu comme c'est Quentin qui a parlé des effets de cris qui peuvent déclencher un petit peu des avalanches. Dans ce cas de figure, pour mieux comprendre ça, on peut aussi utiliser les ondes acoustiques comme une sorte de perturbation ou de pompe à contrôler. C'est-à-dire, on fait l'exprès, un peu comme Quentin a proposé, on va les crier. Ou non seulement crier dans l'air, on peut aussi te le faire vibrer sur le sol. C'est un peu comme le tremblement de terre. Donc, il y a deux actions qui sont possibles pour contrôler un peu de l'amplitude de ce genre de la vibration, c'est-à-dire le cri, pour voir jusqu'à quel moment on peut déclencher une avalanche. Donc, il y a deux choses que vous faites. Utiliser les ondes sonores pour regarder l'intérieur des milieux granulaires ou utiliser des ondes sonores pour déclencher les avalanches. Voilà, du coup, ça va être des ondes sonores sûrement un peu plus fortes. Parce que, un peu plus fort. D'accord. Voilà, c'est justement, je dirais, pour mieux comprendre ce qui se passe du point de vue expérimental et dans la nature,
Et évidemment, de l'objectif, puisque c'est un milieu très complexe, hein, qui peut être un peu solide, un peu de liquide, qui dépend beaucoup des interactions entre les particules, la compacité, la présence de fluide à l'intérieur de ce milieu. Donc, il faut, au sein du laboratoire, mieux comprendre tout ce phénomène naturel qui est complexe, souvent dans tous les phénomènes naturels, pour pouvoir le contrôler au sein du laboratoire, pour comprendre la causalité, puis pour mieux, je dirais, faire la prévention, par exemple, de ce genre de catastrophes, de tremblements de terre ou des avalanches, etc. D'accord, merci beaucoup. Là, je vois qu'il est déjà 17h45, donc on va devoir s'arrêter. Il y a peut-être une dernière question qu'on va te poser rapidement, qui n'est pas trop en lien, je pense, avec tes recherches, mais qui a été posée au début quand on faisait des expériences de compacité de sable. On nous demandait, et alors si on les fait dans le vide, les expériences de compacité, comment ça se comporte le sable dans le vide? Voilà, on a fait des recherches là-dessus? Ça, c'est une très bonne question. Comme ce que tu as expliqué tout au départ, il y a déjà ce qui est de l'effet avec l'air, avec le fluide. Souvent, cet effet-là est particulièrement important à cause de l'humidité quand les particules sont petites, c'est ce qu'on a dit. De plus, même on enlève la présence de cette fluide. Par exemple, faites l'expérience un petit peu dans le vide. Dans ce cas de figure, un autre effet qui va être très important, c'est le frottement solide. C'est-à-dire, ce sont les interactions les grains qui peuvent frotter les uns sur les autres. Ouais. Voilà, comme tu dis tout à l'heure, si c'est des grains carrés ou c'est des grains triangulaires ou les grains qui sont ronds, c'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, du coup, s'il y a plus de, si ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce qui empêche les grains un peu de couler, ce qui les stabilise, c'est le fait qu'il y a de l'humidité dans l'air. Alors, s'il n'y a plus d'air, les grains ils ne collent plus du tout, et donc il y a plus des avalanches. Voilà. Si on était dans le vide, les avalanches auraient lieu plus facilement. Voilà, ça sera lieu beaucoup plus facilement. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Xiaoping, d'avoir été avec nous. C'était super que tu puisses participer et répondre à ces questions. Juste du coup le temps de te dire au revoir, juste pour résumer et en même temps répondre à la question de J'aime les sciences qui nous redemande si est-ce que les grains plus gros coulent plus vite que les petits parce que les petits grains sont plus nombreux. Du coup, Xiaoping vient d'y répondre. Ce qui se passe avec les petits grains, c'est que l'humidité dans l'air suffit à les coller un peu entre eux, voilà. Parce que l'humidité, l'eau, ça colle les grains entre eux. Et donc, puisque les grains sont un peu collés entre eux, plus ils sont petits, plus ils sont légers, et donc plus le fait qu'ils sont collés, ça va les empêcher de s'écouler. Donc, en fait, ce qui fait que les gros grains s'écoulent plus vite, c'est que ils sont moins bien collés par l'eau, par l'humidité qu'il y a dans l'air, donc ils s'écoulent plus facilement. Merci beaucoup, Xiaoping. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. C'est avec plaisir, je dirais, de discuter avec vous. Et donc, j'aime les sciences. Du coup, si j'arrose en permanence mon château de sable et que la pente n'est pas trop forte, mon château ne s'effondrera pas. Alors oui, sauf attention, tout à l'heure, Xiaoping nous a dit qu'il ne fallait pas trop arroser, parce que si tu mets trop d'eau dans ton château de sable, il y a trop de pression entre les grains. Et alors là, ça va couler aussi. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Et voilà, et Quentin D nous dit, oui, mais un château trop mouillé, il s'effondre. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce 17e live de Confine ta science. C'est le 17e, mais ça n'est pas le dernier. Il nous reste encore, vous pouvez nous retrouver ce vendredi si vous souhaitez discuter, alors cette fois encore plus en tête-à-tête avec des chercheurs ou des chercheuses qui travaillent sur les milieux granulaires. Donc ce vendredi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire et vous pourrez rencontrer en comité réduit, en vidéoconférence, discuter librement avec des chercheurs. Et la semaine prochaine, on change de thématique. On ne parlera plus des matériaux granulaires, mais cette fois-ci, on va parler de l'équilibre. Et mercredi prochain, sur cette même chaîne Twitch, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir pour faire des expériences autour de l'équilibre des objets, mais même des êtres humains, essayer de comprendre comment ça se fait qu'on tombe pas quand on marche. Voilà, vous avez une semaine pour réfléchir à cette question et vous aurez la réponse dans une semaine. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.